Audio numéro 2, première partie. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, paix et salut sur le sceau des prophètes, qui a dit dans l'un des hadiths authentifiés que celui qui meurt dans la préservation de ses biens est un martyr, que celui qui meurt dans la protection de son intégrité physique est un martyr, que celui qui meurt dans la sauvegarde et la valorisation de son identité est un martyr. Mes chers auditeurs, nous voilà revenus avec la grâce de Dieu pour poursuivre avec vous la lecture du livre témoignage de notre confrère Si Mohamedou, intitulé L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. À la page 17, le natif de Belinabe dans le Hirnange Bosea, l'ex-officier témoigne. Arrestation. À 18h, mon chauffeur n'est toujours pas de retour. Il devait être là depuis 2 heures déjà. Je charge alors le sous-lieutenant Baudet, mon adjoint, de lui dire de me rejoindre à la maison et je prends un taxi. Nous empruntons l'unique route bitumée qui traverse la Guaira. Une sentinelle nous arrête à la sortie de la ville, mais elle me reconnaît et fait signe au taxi de continuer. Nous dépassons l'ancien poste de contrôle des douanes espagnoles et celui de la Mauritanie. Ces constructions n'habitent plus que des chiens errants aujourd'hui. Nous traversons la voie ferrée et empruntons le tronçon Kansado-Nouadhibou. Sur la droite se trouve le petit camp de militaires mariés, la Tour Bleue. Cet ancien camp doit son nom à la couleur bleue de ces 2 tours. C'est ici qu'était basé le commandement régional avant d'aménager à l'actuelle base de Ouachéa. Les anciens bureaux sont complètement en ruine, mais quelques bâtiments en décrépitude, longeant une baie jonchée d'épaves de bateaux, abritent une dizaine de familles militaires. Nous sommes à l'entrée de Nouadhibou quand un véhicule militaire, une Land Rover, nous dépasse. Le chef de bord que je reconnais nous demande à grand renfort de gestes de nous arrêter. Je dis au chauffeur du taxi de ranger sa voiture. Le capitaine Mohamed Mokhtar Ould Souaid Ahmed me fait signe de venir. Je me dis que mon véhicule est certainement tombé en panne et le capitaine Ould Souaid Ahmed, qui est mon chef hiérarchique, est peut-être venu lui-même me ramener, comme cela lui est parfois arrivé. Le capitaine Ould Souaid Ahmed est issu de la première promotion d'officiers formés dans le pays à Atta. À l'époque, la formation des officiers était faite en 2 étapes. La première année, les admis sortaient sous-lieutenant de réserve. Après une année de service sur le terrain,
Il passait un concours pour un stage d'application qui durait 9 mois, sanctionné par un stage d'application et un examen. Ils sortent sous-lieutenant. Seuls ceux qui ont réussi à passer ces deux obstacles peuvent prétendre accéder au grade de lieutenant 2 ans après. Ould Ahmed a été à chaque fois major de sa promotion. C'est aussi un homme juste et pieux. Il me rend mon salut et m'annonce que le commandant de région militaire, le colonel Sid Ahmed Ould Boylil, demande à me voir. Je prends place entre lui et le chauffeur, le soldat de première classe Ndiaye Omar Samba. Dans la voiture, je manifeste le désir d'en savoir un peu plus sur les raisons de cette convocation. Il me répond qu'il ne sait pas, qu'il lui a simplement été demandé de venir avec moi et que le colonel nous attend dans son bureau. Il n'y a rien d'anormal à cela compte tenu de ma fonction. Ould Ahmed ne me pose même pas de questions pour savoir comment s'est passé le service du week-end. C'est plutôt cela que je trouve anormal. L'ambiance est tendue. Je saisis l'ambiguïté de la situation. Depuis quelques jours, une rumeur court faisant état de l'arrestation de militaires négro-mauritaniens. 2 officiers, le lieutenant Sal Abdoulaye Moussa et le lieutenant Sal Amadou El Haj, ont été arrêtés pour des raisons qui m'échappent. Il est aussi question de sous-officiers et hommes de troupe. Le sergent-chef Diallo Abdoulaye Demba, mon chef de peloton du port de la Guaira, a été convoqué à la base régionale pour une mission entre guillemets. Il n'est toujours pas revenu et je ne sais plus que dire à son épouse qui vient presque tous les jours me demander quand Diallo sera de retour. Le véhicule tourne à droite pour emprunter la route qui passe entre la base marine et l'infirmerie de garnison. On aurait pu continuer sans emprunter cette route, mais on serait obligé de passer devant chez moi. Je comprends avec le recul que cette déviation n'était pas innocente. Nous arrivons à la base Wajeha, le lieu de commandement régional. Il n'y a plus que le service de permanence et de sécurité en place. Le colonel Ould Boylil n'est pas dans son bureau. Il serait parti en visite d'inspection au PK-12, une position militaire située à 12 km de la ville. Le capitaine Ould Ahmed me dit de rester avec le lieutenant Naji Ould Manaba en attendant le retour du colonel. Je remets au chauffeur du capitaine, le soldat de première classe Ndiaye Omar Samba, une somme d'argent que j'avais en poche à remettre à mon épouse. Le comptable est passé le mercredi à la Guaira pour la paye. J'ai sur moi mon salaire et celui de mon ordonnance. J'explique à Ndiaye la répartition de la somme. Je sais qu'en remettant cet argent à ma famille, Ndiaye sera amené à leur expliquer que je suis retenu à la région militaire. J'ai déjà compris que ce soir, je ne rentrerai pas à la maison.
Le colonel Oulboili n'effectue jamais de visite d'inspection la nuit. Voilà 6 ans que je travaille avec lui et aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais vu ou entendu un de mes collègues parler d'une visite nocturne du colonel Oulboili. De son travail, il se contente de faire le strict minimum. Le lieutenant Nagy, responsable de l'escadron de commandement régional, et moi, nous nous rendons aux messes des officiers. Je reste là seul à attendre dans l'une des pièces qui servent de chambre pour officiers de passage ou de salle d'arrêt de rigueur. Le lieutenant Nagy Oulmanaba ne sait pas pourquoi je suis là et il ne m'a pas non plus la moindre idée de l'endroit où peut être le colonel. Il m'a semblé tout à l'heure que l'information selon laquelle le colonel était en visite au PK-12 venait de lui. Et voilà qu'il ne s'en souvient plus. Fin de la première partie de l'audio numéro 2. La suite pour le suivant. Audio numéro 2, deuxième et dernière partie. À la page 22, le rescapé de l'enfer d'Inal Si Mohamedou témoigne. Tard dans la nuit, le lieutenant Oulmanaba entre dans la chambre, accompagné de 4 soldats en armes, et me somme d'enlever mon ceinturon, mes épaulettes et mes rangeuses. Je lui en demande les raisons. Il me répond qu'il ne fait qu'exécuter les instructions de ses supérieurs. Je cherche à comprendre ce qui se passe sur son visage, mais impossible de croiser le regard du lieutenant Oulmanaba. Nous avons, lui et moi, souvent joué ensemble aux échecs ou aux jeux de dames. Il s'était tissé de bonnes relations entre nous. Je comprends sa gêne à exécuter un ordre pareil. Donc, soit le colonel est de retour de sa visite entre guillemets, soit après avoir été informé de ma présence, il a donné des instructions précises me concernant. Dès qu'Oulmanaba sort, les soldats se ruent sur moi pour me ligoter et me bander les yeux. Ils appartiennent à la formation de l'artillerie lourde, la batterie des 105 mm basée dans l'enceinte de la garnison régionale et placée sous le commandement du lieutenant Lobat Ould Mohamed. Ces militaires s'étaient montrés les plus cupides et les plus répressifs lors des événements ayant opposé la Mauritanie au Sénégal en 1989.
D'ailleurs, ma montre est retirée tout de suite et quelqu'un me fait les poches. J'ai été bien inspiré de remettre à Ndiaye Samba Omar l'argent que j'avais sur moi. Les yeux bandés, je suis littéralement soulevé de terre et jeté dans un camion où j'atterris sur d'autres militaires ficelés comme moi. Parmi eux, je ne reconnais que l'adjudant-chef Konaté Khalidou, le chef de garage régional. Je le reconnais à sa voix. Nous avions eu, lui, l'adjudant Diop Bokar Bayal et moi, par le passé, à faire plusieurs parties de pêche ensemble. Nous prenions une barque pour nous approcher des épaves des bateaux de la Tour Bleue, où il y avait en général beaucoup plus de poissons qu'ailleurs, surtout les dorades dont nous raffolions. Dans le camion, nous avons tous les yeux bandés, le temps d'embarquer 2 autres colis entre guillemets, et le camion se met en route. Nous sommes entassés les uns sur les autres et serrés comme des sardines et n'avons aucune idée de notre destination. Les gardiens nous tabassent tout le long du parcours. Je commence à me faire une idée précise de ce qui nous attend. Deux ou trois fois, le camion s'arrête pour embarquer d'autres prisonniers ou pour permettre aux gardiens de se débarrasser de cadavres de prisonniers morts, asphyxiés sous le poids de leurs camarades. Nous ne voyons rien et par conséquent ne pouvons savoir avec exactitude de qui il s'agit. Une fois, je sens contre mon pied le contact froid d'un corps qu'on retire. Il est mort, dit une voix. L'autre aussi, sors-le. L'un de nos gardiens répond. Je crois qu'il vit lui. Le premier reprend. Descends-moi celui-là. Ce doit être un gradé qui parle. La voix m'est vaguement familière. Elle me parvient déformée comme s'il parlait à travers un voile. La personne doit parler à travers un turban. Suis aussitôt le bruit sourd d'un corps que l'on jette par terre. À peine le prisonnier désigné touche-t-il le sol que ces cris déchirent la nuit. La bastonnade est brève, mais d'une rare violence. C'est au cours d'un de ces arrêts que quelqu'un décide de me débarrasser de mon blouson et de mes chaussettes. Tu n'en auras pas besoin là où tu vas aller, me dit-il. Le blouson m'avait été offert par mon frère qui réside en France à Boussy lors de son passage à Noisibou en 1986. Une autre voix reprend, celle du gradé. Fouillez les autres aussi. Mais je ne crois pas que ces salauds du PC, poste de commandement régional, nous ont laissé quelque chose.
Nous sommes dans une base militaire. Il y a beaucoup de bruit de véhicules de type Land Rover et de Sovomag. J'entends aussi le bruit d'un train qui s'arrête. Pas de doute, on est à Boulenoir. C'est la seule base de la région à être aussi proche d'une voie ferrée. J'ai par le passé travaillé dans cette base et ce bruit m'est très familier. Ma maison à l'époque était juste en face de la voie ferrée. Boulenoir se trouve à 96 km de Nouadhibou. La région de Boulenoir est très riche en nappes aquifères. Les canalisations qui alimentent Nouadhibou prennent source ici. C'est également d'ici que sont ravitaillées presque toutes les villes et campements qui longent la voie jusqu'à Zouérat, la ville minière du pays, un train appelé communément train d'eau, rempli des cuves d'eau et alimente tout le monde sur sa route. De temps à autre, un faisceau de lumière est fixé sur mon visage. Je ne distingue pas ce que se disent les soldats qui braquent sur mon visage le faisceau de leur lampe, mais j'entends à plusieurs reprises mon nom cité dans leurs propos. Après nous avoir délesté de nos montres, bracelets, bagues et tout ce qui pouvait avoir une valeur si minime soit-elle, nos convoyeurs jettent d'autres prisonniers sur nous et le camion se met en route. Je suis déplacé vers le fond du camion pour faire de la place aux nouveaux compagnons. La piste est en très mauvais état. Le trajet chaotique et une pluie de coups s'abat sur nous à chaque pointe. Quelqu'un me tire par les bras pour me traîner vers le fond du camion. J'ai dû glisser de ma position, certainement à cause des secousses. Page 23, l'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps, par Si Mohamedou. Salli ala Muhammad.